Le jour suivant, Hercule Poirot arriva au wagon-restaurant un peu en retard. Monsieur Bouc, qui était déjà installé, invita son ami à s'asseoir en face de lui. Ce ne fut que lorsqu'ils en arrivèrent au fromage, à la crème, que M. Bouc s'autorisa à prêter attention à autre chose qu'à la nourriture. Il en était à ce moment du repas où l'on se met à philosopher sur la vie et sur le monde qui nous entoure. « Ah, si seulement j'avais la plume de Balzac. Dire que tout autour de nous se trouvent des gens de toutes les classes sociales, de toutes les nationalités, de tous les âges, et que pendant 3 jours, ces gens qui ne se connaissent pas sont réunis, qu'ils ne peuvent pas échapper les uns aux autres, et qu'à la fin de ces 3 jours, ils se sépareront pour, sans doute, ne jamais plus se revoir. » « Mais supposons qu'il y ait un accident, » murmura Poirot. « Oh non, mon ami. De votre point de vue, ce serait regrettable, j'en conviens. Mais néanmoins, supposons juste un instant que cela arrive. Alors, tous ici seraient liés les uns aux autres à tout jamais, par la mort. » Il s'adossa à la banquette et parcourut le wagon-restaurant du regard, pensif. 3 hommes se trouvaient à la table en face. Un grand Italien basané, un Anglais fluet et élégant, et à côté de l'Anglais, un Américain bedonnant en costume criard. À une petite table, assise, le buste très droit, se trouvait l'une des femmes âgées les plus laides qu'il ait jamais vues. Mais c'était une laideur distinguée, fascinante plutôt que repoussante. Elle portait autour du cou un énorme collier de perles. Ses mains étaient couvertes de bagues. Son manteau de zibeline était rejeté en arrière sur ses épaules. Une minuscule toque noire, onéreuse, seyait hideusement le visage jaunâtre, ressemblant à un crapaud qui se trouvait en dessous. Elle se leva. Son regard rencontra celui de Poirot et s'en détourna avec la nonchalance d'une aristocrate indifférente. « C'est la princesse Dragomirov, » dit M. Bouc. « Elle est russe et extrêmement riche. C'est vraiment quelqu'un. Vous n'êtes pas d'accord ?» Poirot approuva. Marie de Benham était assise à une grande table en compagnie de 2 autres femmes. L'une était grande, devait avoir la 50aine, et était vêtue d'un chemisier écossais et d'une jupe en tweed. Elle avait un long visage, empli de douceur, qui faisait un peu penser à un mouton. Elle écoutait attentivement ce que disait la 3e, une femme corpulente, assez âgée, au visage agréable, qui semblait ne jamais reprendre son souffle, ni même s'arrêter entre 2 phrases. « Et donc, ma fille a dit, pourquoi n'applique-t-il pas tout simplement des méthodes américaines dans ce pays? Ma fille m'a également dit... » Le train entra dans un tunnel. La voix fut noyée par le bruit. Le colonel Arbuthnot était assis, seul, à une petite table voisine. Son regard était rivé sur la nuque de Marie de Benham. Ils ne partageaient pas la même table. Pourquoi? Sans doute, pensa Poirot, que la gouvernante essaie de faire preuve d'un peu plus de discrétion. Les apparences sont importantes. Il faut y prendre garde. Son regard se tourna vers l'autre côté du wagon. Tout au fond, il y avait une femme d'un certain âge, habillée tout en noir, avec un large visage sans expression. Une Allemande ou une Scandinave, se dit Poirot. Probablement la femme de chambre allemande. Derrière elle, un couple parlait avec animation. L'homme portait des vêtements anglais en tweed souple, mais n'était assurément pas anglais. C'était un homme de 30 ans, très séduisant et d'origine étrangère, avec une grosse moustache blonde. La jeune fille, en face de lui, n'était encore qu'une enfant, 20 ans tout au plus. Elle portait une petite veste noire près du corps, une jupe moulante, un chemisier en satin blanc et une petite toque noire chic, penchée sur le côté de la tête, comme la mode l'exigeait alors. Elle avait un beau visage d'étrangère, la peau extrêmement pâle, d'immenses yeux noisettes et des cheveux noirs comme jet. Elle tenait un long fume-cigarette dans sa main. « Elle est jolie et distinguée, » murmura Poirot. « Mari et femme, c'est ça ?» M. Bouc acquiesça. « Des Hongrois, il me semble. » Il y avait également 2 autres passagers, McQueen, qui partageait le même compartiment que Poirot, et son patron, Mr. Ratchett. M. Bouc se leva. Ayant commencé de déjeuner avant Poirot, il avait déjà terminé depuis quelque temps. « Je retourne dans mon compartiment, dit-il. Venez donc m'y rejoindre dans un moment. » Poirot but son café et commanda une liqueur. Le serveur passait de table en table pour recueillir le paiement des additions avec une petite boîte en guise de caisse.
L'Américaine âgée regarda avec dégoût le tas de petites monnaies sur la table devant elle. « Regarde-moi ces trucs bizarres qu'il m'a donnés, des dinars ou je ne sais quoi. De quoi ça allait? Ma fille m'avait dit. » Marie de Benham quitta la table après avoir salué les deux autres femmes. Le colonel Arbuthnot se leva et lui emboîta le pas. L'Américaine en fit autant, suivie par la femme au visage de mouton. Le couple hongrois était déjà parti. Il ne restait plus que Poirot, Ratchett et McQueen dans le wagon-restaurant. Ratchett échangea quelques paroles avec son compagnon de voyage qui sortit aussitôt du wagon. Puis, il vint s'installer de manière inattendue en face de Poirot. « Auriez-vous du feu, s'il vous plaît ?» Sa voix était douce, légèrement nasillarde. « Je m'appelle Ratchett. » Poirot inclina la tête légèrement. Il sortit une boîte d'allumettes qu'il tendit à l'autre homme. « Il me semble, poursuivit-il, avoir le plaisir de parler à M. Hercule Poirot. » Poirot inclina la tête à nouveau. « Vous êtes bien informé ?» Le détective sentait sur lui ses yeux étranges et perspicaces qui le jaugeaient. « Monsieur Poirot, j'aimerais vous confier un travail, » poursuivit Ratchett. Hercule Poirot haussa légèrement les sourcils. Il demeura silencieux pendant quelques minutes. « Que souhaitez-vous que je fasse pour vous, monsieur... Ratchett ?» demanda Poirot. « Monsieur Poirot, je suis riche, très riche. Les hommes de mon rang ont des ennemis, et j'ai reçu des menaces, monsieur Poirot. » De la poche de son manteau, il sortit un petit pistolet automatique qu'il laissa en vue pendant un moment. « Je me dis que 2 précautions valent mieux qu'une, » poursuivit-il, inflexible. « Je pense que j'en aurai pour mon argent avec vous, et je suis prêt à vous proposer une très grosse somme d'argent. » Poirot le regarda, pensif, pendant quelques minutes. On ne pouvait lire aucune expression sur son visage. « Je regrette, monsieur, je ne peux pas accepter, dit-il enfin. Vous voudrez bien me pardonner et d'en faire une affaire personnelle, mais votre tête ne me plaît pas, monsieur Ratchett, expliqua Poirot. Ce soir-là, le Simplon Orient Express arriva à Belgrade à 20h45. Dehors, il neigeait et il faisait un froid glacial. Le conducteur vint parler à Poirot. « Vos bagages ont été transportés dans le compartiment numéro 1, celui de M. Bouc. »« Mais où se trouve M. Bouc, alors ?»« Il est allé dans la voiture en provenance d'Athènes, qui vient d'être raccrochée. » Poirot partit à la recherche de son ami. D'un geste, M. Bouc balaya ses protestations. « Ce n'est rien, vous allez jusqu'en Angleterre, alors c'est mieux que vous puissiez rester dans la voiture pour Calais. Ah, mon ami, c'est une longue nuit qui nous attend. Il paraît qu'il n'y a pas autant neigé depuis plusieurs années. Espérons que nous ne nous retrouverons pas bloqués. » À 21h15 précise, le train quitta la gare. En cette deuxième journée de voyage, les barrières sociales commençaient à tomber. Le colonel Arbuthnot se tenait devant la porte de son compartiment et était en pleine conversation avec McQueen. « Mais, s'écria McQueen, je croyais que vous étiez descendu à Belgrade. Vos bagages, ils ne sont plus là. »« Ils ont été transportés dans un autre compartiment, c'est tout, » dit Poirot en souriant. À 2 compartiments de celui de Poirot, Mrs. Hubbard parlait à la femme au visage de mouton qui était apparemment suédoise. La porte voisine de la leur s'ouvrit et le valet de chambre, mince et pâle, en sortit. À l'intérieur, Poirot aperçut M. Ratchett assis dans son lit. Celui-ci vit Poirot et son visage changea d'expression. Il s'assombrit de colère. Puis la porte se referma. Mrs. Hubbard attira Poirot un peu à l'écart. « Vous savez, cet homme me donne la chair de poule. Il y a quelque chose qui cloche chez lui. Ma fille dit toujours que j'ai beaucoup d'intuition. Vous savez, je ne serais pas surprise d'apprendre que cet homme est un assassin. » Le colonel Arbuthnot et McQueen approchaient. « Maintenant, ce que j'aimerais comprendre au sujet de votre politique en Inde, c'est... » était en train de dire McQueen. Ils passèrent devant Poirot et poursuivirent leur chemin le long du couloir jusqu'au compartiment de McQueen. Mrs. Hubbard souhaita une bonne nuit à Poirot. Poirot entra dans son compartiment qui était voisin de celui de Ratchett. Il ôta ses vêtements, se coucha, lut environ une demi-heure, puis éteignit la lumière. Il se réveilla en sursaut quelques heures plus tard. Il avait entendu un cri strident, presque un hurlement, qui venait d'un endroit proche. Au même instant,
une sonnette retentit bruyamment. Poirot s'assit dans son lit et alluma la lumière. Il remarqua que le train était immobile. Il était probablement arrêté dans une gare. Ce cri l'avait fait bondir. Il se souvint que c'était Ratchet qui se trouvait dans le compartiment voisin. Il se leva et ouvrit la porte au moment même où le conducteur du wagon-lit arrivait précipitamment dans le couloir et frappait à la porte de Ratchet. Poirot laissa sa porte entrebâillée et observa la scène. Le conducteur frappa une deuxième fois. Une autre sonnette retentit et un voyant lumineux s'alluma au-dessus d'une porte située plus bas. Au même instant, une voix provenant de l'intérieur du compartiment voisin se fit entendre. « Ce n'est rien, je me suis trompé. »« Bien, monsieur. » Le conducteur détala à toutes jambes pour aller frapper là où le voyant lumineux s'était allumé. Poirot se recoucha, soulagé, et éteignit la lumière. Il jeta un coup d'œil à sa montre. Il était très précisément minuit 37. Il eut du mal à se rendormir. Le mouvement du train lui manquait. S'il se trouvait dans une gare, elle était étrangement silencieuse. Par contraste, les bruits à l'intérieur étaient anormalement forts. Il entendit Ratchet remuer dans la pièce voisine. Des pas remontaient le couloir à l'extérieur, les pas traînant d'une personne en pantoufles. Hercule Poirot était allongé dans son lit, éveillé, les yeux rivés au plafond. Il avait la gorge sèche. Il regarda sa montre. Tout juste 1h15. Il allait appeler le conducteur pour lui demander une bouteille d'eau minérale. Ses doigts cherchèrent à tâtons la sonnette, mais Poirot s'arrêta, tandis que dans le silence, un nouveau coup de sonnette résonna. Tring, tring, tring. Quelqu'un s'impatientait. Puis arrivèrent des voix, celle du conducteur, pleine de déférence et désolée, et celle d'une femme, aiguë et volubile. Mrs. Hubbard. Poirot esquissa un sourire. Lorsque le problème parut enfin être réglé, il appuya sur la sonnette à son tour. Le conducteur arriva promptement. Il avait l'air d'avoir chaud et semblait préoccupé. La dame américaine, il crut sans doute voir une étincelle dans l'œil de Poirot, et cela l'incita à se décharger d'un poids. Vous n'avez pas idée. Elle a insisté, elle a vraiment insisté sur le fait qu'il y avait un homme dans son compartiment. Je lui ai fait remarquer que c'était impossible. Elle a insisté encore. Mais comment, lui ai-je demandé, a-t-il bien pu sortir en laissant la porte fermée à clé de l'intérieur? Mais elle n'a pas voulu entendre raison, comme s'il n'y avait déjà pas assez de choses pour nous contrarier, avec toute cette neige. La neige? Mais oui, monsieur, le train est immobilisé. Nous sommes rentrés en collision avec une congère. Où sommes-nous? Entre Vinkovci et Brod. Oh là là, dit Poirot, contrarié. Il était sur le point de se rendormir lorsqu'il fut réveillé à nouveau. Cette fois-ci, on aurait dit que quelque chose de lourd était tombé avec un bruit sourd contre la porte. Il se leva d'un bond, ouvrit et passa la tête hors du compartiment. À sa droite, un peu plus bas dans le couloir, une femme emmitouflée dans un kimono rouge vif s'éloignait. De l'autre côté, assis sur sa petite chaise, le conducteur inscrivait des chiffres sur de grandes feuilles de papier. Poirot retourna se coucher une nouvelle fois. Lorsqu'il se réveilla, le train était toujours à l'arrêt. Il regarda par la vitre. Le train était entouré d'immenses tas de neige.